trois intervenants de cette table ronde. Sylvie Joseph, ici, je vais prendre place. Delphine Pignot et Cédric René-Petit. Alors, je vais peut-être rajouter un petit élément sur mon rôle chez Publis. Je crois que ça a eu un impact en fait sur le choix du sujet de la table ronde, alors qu'on a décidé collectivement avec l'association COPA. Donc je suis directrice de Knowledge Management, mais je suis rattachée à la direction des ressources humaines et je m'occupe également d'un projet de transformation RH en dehors de France. Et en discutant au sein de l'association, on s'est rendu compte qu'on était beaucoup à être confrontés lors de la mise en place de démarches de gestion des connaissances à des modifications au niveau de la posture ou du mode de management des managers, du fait de cette incantation au partage des connaissances, à la transversalité et aussi la mise en place de ces outils numériques qui permettent aux collaborateurs d'échanger entre eux sans passer nécessairement par la ligne hiérarchique. Donc suite aux discussions, on s'est dit que cette troisième table ronde, on pouvait l'utiliser pour regarder en particulier comment les modes de management étaient en train d'évoluer ou allaient évoluer dans nos organisations, d'autant plus qu'on commence à se rendre compte que les nouvelles générations, bon, je ne sais pas ce que ça veut dire les nouvelles générations, mais moi je m'y reconnais, je ne suis pas nouvelle pourtant, ont ce souhait de partager certaines valeurs. On parlait de bienveillance tout à l'heure, je crois que tout à l'heure on a beaucoup parlé de confiance également, et qu'on ne peut plus fonctionner de la même façon si on veut attirer et retenir les talents au sein des organisations. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir, alors je vais vous citer dans l'ordre d'intervention, Sylvie Joseph, donc vous nous avez dit que vous faites partie du groupe La Poste en tant que directrice exécutive transformation. Vous êtes actuellement détachée à la CFDT et vous êtes secrétaire fédérale. C'est très long. En charge, c'est important, du numérique et du cadre à la Fédération Conseil, Communication et Culture. Je ne l'ai peut-être pas dans l'ordre, mais je pense que voilà, ça fonctionne. Et donc Sylvie, vous avez partagé avec nous vos observations, réflexions sur l'évolution du monde du travail et sur sa composition également. Ensuite, Delphine, vous allez nous parler en particulier, alors vous êtes responsable expérience collaborateur chez Michelin, et vous allez partager avec nous les résultats d'une expérimentation alors, qui remonte, je crois, environ 16 ans, sur l'autonomisation des collaborateurs chez Michelin. Et maintenant, c'est quelque chose qui devient un programme donc, qui est déployé de façon beaucoup plus large. Et Cédric René-Petit, vous êtes animateur innovation et partenariat au sein d'EDF Production, donc sur la partie nucléaire, je crois. Et vous allez nous parler d'un dispositif d'innovation, de promotion d'innovation, qui va au-delà de l'entreprise, également en inter-entreprise, sur l'accompagnement des collaborateurs et la diffusion et même l'infusion de nouvelles façons de travailler. Donc je vais passer la parole à Sylvie. Merci beaucoup. Donc effectivement, plus longuement, bonjour à toutes et bonjour à tous, parce que j'ai fait une irruption intempestive il y a quelques instants. Et effectivement, je vous parle de mes différentes casquettes qui me nourrissent depuis longtemps, et certaines plus récemment. Et j'en rajouterai une troisième parce qu'elle est importante sur le sujet managérial, c'est que j'ai aussi la chance de présider aux destinées de l'Observatoire des cadres et du management, qui est un tiers-lieu de réflexion qui mixe le monde de l'entreprise à la fois sur l'aspect manager, l'aspect RH et puis le monde académique. Alors moi, comme il y a deux excellents représentants de deux éminentes entreprises avec des très beaux exemples, moi je vais plutôt faire, comme on se l'est dit, le propos introductif un peu général, et puis ensuite vous pourrez effectivement dérouler vos sujets pour bien les illustrer. Si on prend le premier volet de l'approche et de la question que vous nous avez posée, et que vous m'avez posée plus particulièrement, sur le sujet des pratiques et des pratiques pour essayer de décloisonner effectivement les entreprises. Ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que les entreprises, alors et particulièrement celles qui ont un certain âge, et quelquefois plus que centenaire, comme par exemple la Poste, ou centenaire, comme la CFDT, qui est une organisation
pas tout à fait comme les autres, mais enfin une organisation tout de même, ce sont des organisations qui ont effectivement du mal à s'adapter aujourd'hui à la très forte transformation du monde du travail et des relations au sens large humaines et plus spécifiquement sociales dans l'entreprise. Alors les organisations du travail et le monde du travail, ils se modifient profondément, à la fois parce que le digital l'impacte énormément, je vais donner quelques exemples, mais aussi, et vous avez raison de le souligner, parce que la sociologie des individus a beaucoup évolué et évolue encore très rapidement, et c'est loin d'être terminé, puisque c'est le sens de la vie de toute façon, que d'une transformation permanente. Comme disent les Chinois, si vous ne bougez plus, c'est que vous êtes mort. Et ils ont bien raison. Ils sont souvent très pragmatiques, les Chinois. Donc les organisations du travail, elles se modifient énormément donc, sous l'impact du digital, j'y reviendrai pas, on en a abondamment parlé. Elles se modifient aussi énormément sous l'impact de la transformation sociologique des individus, et notamment de ces fameuses nouvelles générations, mais qui irriguent pas mal les anciennes aussi dans le monde de l'entreprise, et qui ont en fait une demande tout à fait légitime d'ailleurs de sens, de comprendre pourquoi elles travaillent et pourquoi elles font ce qu'elles ont à faire, d'autonomie, ça c'est très clair, c'est un point fondamental aujourd'hui, de confiance, et très honnêtement, aujourd'hui, la confiance n'est absolument plus une option dans un collectif quel qu'il soit, dans une organisation quelle qu'elle soit, c'est le contrat de base, et si on ne le comprend pas dans une entreprise, eh bien on assiste malheureusement à ce qu'on voit trop souvent, c'est-à-dire un désengagement important des collaborateurs, et derrière ça a évidemment des incidences sur la performance individuelle et surtout collective. Et puis, effectivement, il y a ce sujet à la fois de transversalité qui est très emmené et impulsé par le digital, notamment par les outils qui sont aujourd'hui à disposition et qui modifient la façon de travailler, puisqu'il est plus nécessaire aujourd'hui de travailler constamment dans un même lieu, au sein d'un même collectif. On peut travailler au sein de plusieurs collectifs, et y compris à distance, pas tout le temps de préférence, mais en alternance, y compris même faire des parcours à certains moments de type mécénat de compétences ou immersion dans d'autres entreprises pour tester des modèles différents. Il y a beaucoup d'entreprises qui font ce genre de choses, et y compris des sujets d'entrepreneuriat, etc., etc. Donc tout ça, ça fait que le contexte change énormément, les organisations sont obligées de s'adapter, et en plus il y a un autre élément qui est arrivé dans le paysage il y a quelque temps, c'est ce qu'on appelle ou qu'on qualifie peut-être improprement l'entreprise étendue, c'est-à-dire que de plus en plus dans les entreprises aujourd'hui, pour accélérer sur la transformation digitale, et parce qu'il peut y avoir un manque de ressources humaines et de compétences à un instant T dans l'entreprise, on a recours à des personnes extérieures, soit qui sont là en régie par le biais de sociétés de conseil, soit en travailleurs indépendants individuels. Et vous avez aujourd'hui dans beaucoup de grandes entreprises, La Poste en est un exemple, Orange aussi, mais il y en a beaucoup d'autres, et je pense que vous ne me démentirez pas, vous pouvez avoir sur des projets qui portent des durées de 12 à 36 mois, quelquefois plus, des équipes qui sont managées donc, par un salarié de l'entreprise, qui sont constituées aux 2/3 de gens externes à l'entreprise et d'1/3 de salariés. Et donc là, on touche le sujet en fait du lien de subordination et du lien de contractualisation. Puisque vous avez dans vos équipes des gens qui vous sont rattachés hiérarchiquement par ce fameux lien de subordination sur lequel je reviendrai après, qui est un vrai sujet et un vrai souci, et un lien de contractualisation. Donc il y a des gens qui dépendent du code du travail et il y a des gens qui dépendent du code du commerce. Et il y a des gens qui sont donc recrutés par les ressources humaines dans l'entreprise, et puis il y a des gens qui sont recrutés par la direction des achats. Et pas du tout sur les mêmes niveaux d'approche de compétences, de compétences comportementales notamment, etc. Donc ça pose un certain nombre de sujets, pas forcément de soucis, mais enfin de sujets. Et pour un manager, c'est extrêmement difficile, s'il n'y est pas préparé et accompagné, d'arriver à piloter des groupes quelquefois extrêmement hétérogènes qui peuvent aller jusqu'à des cultures, voire des langues différentes dans certaines entreprises. Donc ça, c'est un peu le paysage, et il y a effectivement donc, des transformations profondes sur l'organisation du travail, l'organisation de la gouvernance des entreprises, et il faut inventer des nouvelles gouvernances. Et puis, il faut aussi réfléchir dans les entreprises pour accompagner cette transformation à un sujet qu'on met souvent de côté, qui est le sujet de la rémunération variable, collective,
récompensant des petits collectifs sur des sujets précis pour ce qu'ils font. Aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe dans la plupart des entreprises. On est en variable individuelle la plupart du cas, ou en variable collective globale, au travers de l'intéressement et de la participation, par exemple. Donc ça, c'est une façon de transformer, et je vais prendre juste un petit exemple qui est la CFDT, qui est une organisation, certes, bottom-up et non pas top-down, mais extrêmement silotée, tant géographiquement que par secteur d'activité, de par sa fonction et son origine. Eh bien, c'est aussi une organisation qui se pose la question de ne pas mourir trop vite, et donc de se transformer, ce qu'on appelle chez nous la syndisruption. Et donc, on est en train de travailler maintenant sur des groupes projets qui prennent des sujets confédérés, c'est-à-dire qui embarquent plusieurs fédérations, donc plusieurs secteurs d'activité, branches professionnelles. Par exemple, le travail des indépendants, pour ne citer que celui-là, et qui, effectivement, ces groupes projets résonnent avec la gouvernance qui est en place et qui nourrit cette gouvernance qui reste bottom-up, puisque nous sommes sur une logique démocratique de bas en haut et pas l'inverse. Voilà. Donc ça peut tout à fait fonctionner, mais il faut tordre un peu les structures et surtout les habitudes mentales, parce qu'en fait c'est un gros sujet d'habitudes mentales. Donc si on balaye très rapidement quel avenir pour le travail et sur le management en particulier, l'avenir du management, eh bien clairement, je vous l'ai dit, je pense qu'effectivement un des changements majeurs auxquels on va assister, auxquels on doit assister, et la France est un peu réactive sur ce sujet de par notre culture et notre éducation, c'est de passer du lien de subordination à la logique d'autonomie et de subsidiarité. Je vous rejoins tout à fait, monsieur. Et ça, c'est une notion de comportement, et un comportement, ça s'acquiert le plus tôt possible, on en parlait tout à l'heure. On est donc dans des logiques d'équipes à géométrie variable, et donc des logiques de plus en plus d'équipes transverses ou de multi-activités. Donc ça, il faut l'intégrer aussi, à la fois dans la façon de manager et dans les parcours de carrière. Évidemment, un manager et puis l'ensemble des collaborateurs, ça doit être très agile avec les outils numériques, parce que quand on les pilote bien, quand on les utilise bien en termes d'usage de travail, c'est absolument fantastique. On vient d'équiper la Poste, donc à peu près 210 000 personnes, on est 250 000 en tout, 210 000 personnes d'outils de partage collaboratif, numérique bien sûr, de façon à casser les silos et à pouvoir travailler beaucoup plus vite, et notamment en partage de bonnes pratiques. L'outil a été, enfin entre guillemets, l'outil informatique était facile à mettre en œuvre. La transformation des pratiques et des usages, on sait que ça va nous prendre entre 5 à 10 ans. Bon, c'est pas grave, on investit, on l'accompagne et on prend son temps. Mais on voit déjà des changements. Mais donc il y a un agenda informatique et un agenda culturel qui est pas du tout le même, et ça transforme effectivement beaucoup la culture de l'entreprise. Pour un manager, cette transformation, pour pouvoir l'accompagner, pour pouvoir jouer un rôle actif, ça repose sur une très forte connaissance de soi et une très forte confiance en soi, et une bonne maîtrise des techniques de communication de type analyse transactionnelle, process code, etc., pour pouvoir interagir et jouer le rôle de médiateur d'ailleurs avec les collectifs dont on a la charge. Il faut être un excellent animateur d'équipe. Ça permet d'ailleurs de travailler sur le principe de subsidiarité en se focalisant sur ces sujets-là. Bon médiateur évidemment, en apprentissage permanent, et ce que l'on voit dans les entreprises se développer de plus en plus, ce n'est plus d'aller en stage de formation, mais c'est de travailler sur la formation en apprentissage quotidien dans l'environnement de travail, et c'est beaucoup plus efficace d'ailleurs, avec des logiques de pair, PAIR. Et puis, il faut effectivement être excellent et très attentif à ses collaborateurs et à ses équipes, et excellent dans l'organisation du travail, ce qui aujourd'hui, dans ce qu'on voit dans les entreprises, n'est pas le sujet prioritaire, malheureusement, et être beaucoup dans la transmission. Je précise d'ailleurs, puisque nous sommes dans la semaine du handicap, une chose dont on n'a absolument pas conscience, mais dont il faut avoir le chiffre en tête quand on pilote des équipes, c'est qu'aujourd'hui en France, et c'est d'ailleurs un facteur alarmant sur le plan de la communauté médicale et de la protection sociale, 30% des personnes qui sont en activité ont un handicap psychique. Je n'ai pas dit une maladie mentale, je dis un handicap psychique, c'est-à-dire burn-out, dépression, anxiété, stress, etc. Donc qui interagissent sur les relations et qui interagissent évidemment sur des dispositifs collectifs d'équipe et la manière de manager et bien sûr la performance.
Donc il faut savoir aussi intégrer ces personnes-là parce que ça ne se voit pas comme le nez au milieu de la figure, si j'ose dire. Mais c'est un chiffre qui est en hausse très forte, hein, qui d'ailleurs est un point d'attention très, très important pour des gens comme nous. Dans une équipe, il faut aussi avoir défini sa raison d'être collective, c'est-à-dire pourquoi collectivement on fait ce qu'on a à faire et pourquoi on le fait comme on a décidé qu'on le ferait, avec quelles règles de fonctionnement entre nous. Donc là, c'est au niveau des petits collectifs. Et ça, c'est rare que des managers prennent le temps de le définir avec leur équipe, mais ça permet de nettement mieux fonctionner après. Et puis, il faut avoir en tête aussi, et j'en finirai là, que nous sommes dans un monde qui ne vous aura pas échappé, de plus en plus complexe et de plus en plus critique, avec des incidences notamment climatiques, mais pas que, de cybersécurité et autres, donc des crises régulières qu'il faut apprendre à gérer. Et ça, il faut effectivement qu'un manager puisse l'intégrer et sache, non pas forcément avoir les solutions toutes faites, mais comment se comporter en situation de crise, notamment avec son collectif. Voilà. Oui, je pense que Delphine. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Delphine Géraud, le groupe Michelin. Il y a quelques slides pour supporter mon propos. Alors effectivement, merci Sylvie pour cette introduction. Et moi, je vais montrer justement comment ça se passe chez nous, comment on applique et quelles sont finalement nos lignes guides sur le management transverse. Donc l'avantage en France, c'est que je ne vais pas avoir à présenter grandement le groupe Michelin, juste quelques chiffres et puis surtout des points pour parler un petit peu de notre stratégie et comment finalement on évolue, puisque on a une histoire, on a un ADN, mais on évolue et ce que vous pouvez voir, donc en complexité, le groupe grossit, mais grossit par acquisition. Donc on est passé récemment à 125 000 personnes, par l'intégration des sites de production de Camso et de Fener, donc une dynamique internationale avec des activités qui s'éloignent petit à petit du cœur pneumatique. Donc on va être sur une diversité des activités, internationalisation avec une présence commerciale et puis de production dans le monde entier. Une majorité de nos collaborateurs qui sont sur site industriel, 70% des agents des collaborateurs sont des agents, donc ça c'est un paramètre important en termes de management et je vais en parler aussi sur les techniques de management, comment on a pu embarquer ces équipes-là, comment on arrive à justement en autonomie à pousser ce qu'on appelle la responsabilisation. Je vais vous expliquer ce que c'est. Donc voilà l'image du groupe à l'heure actuelle. Si on regarde maintenant notre stratégie, donc la stratégie, finalement on a bien sûr un cœur qui vient du pneumatique, mais maintenant on a tendance aussi à s'éloigner du pneumatique pour aller vers du service, donc avec tous les services autour de la mobilité, alors avec les pneus connectés, les gestions de flotte, de mobilité large. Donc ce qui est en haut à droite, services et solutions, en B2B. On a aussi tout le monde de l'expérience. Vous connaissez aussi le guide rouge, le guide vert et tous les services qui peuvent être associés aussi sur une expérience. Donc on n'est plus sur je vends un produit, mais je suis dans un monde d'expérience. Et puis après, une autre composante de notre stratégie qui va être notre expertise technique sur finalement les matériaux. Puisqu'on s'est rendu compte qu'en développement du pneumatique, on a acquis une certaine expertise technique et qu'on va valoriser en tant que telle auprès d'autres industriels pour pouvoir apporter de la valeur. Donc, cette expertise pneu centralisée, finalement, rentre dans du service et de l'expérience. Et là, ce qui va être important, c'est de pouvoir partager des connaissances, des expertises, aller dans un monde d'innovation où on est beaucoup moins processé, on est plus sur un mode où la coopération, la collaboration va devenir très importante et aussi en international, c'est-à-dire que comme la stratégie du groupe, vous l'avez vu avant, et aussi en expansion internationale avec les acquisitions,
Ça veut dire que cette expertise qu'on avait à Clermont-Ferrand et qui était partagée dans un service va devoir aussi être partagée dans le monde avec d'autres salariés Michelin, d'autres centres de technologie, mais aussi avec des nouveaux groupes et comment on arrive à aussi bénéficier de ces acquisitions pour avoir partagé les connaissances. Et donc on a une problématique sur le knowledge management qui est importante. Et le knowledge management ne se fait pas tout seul, mais va se faire en accompagnement aussi d'une structure, on va dire, de commande ou de management. Donc c'est ce qu'on va voir par la suite. Donc comment on a intégré ça dans notre mode de fonctionnement. Donc finalement, on s'est basé sur notre ADN et notre histoire. On s'est dit, on a bien sûr toute la customer centricity, donc un lien fort auprès du client, apporter de la valeur, et ça c'est notre expérience, c'est notre histoire, et on est reconnu pour ça, avec nos produits, nos services, donc ce qu'on appelle Customer Value Proposal, donc on est sur une expérience client. Mais on sait aussi qu'on doit attirer des talents, des expertises pour pouvoir créer le Michelin d'aujourd'hui, mais le Michelin de demain aussi. Et donc, on va attirer des candidats avec une expérience candidat. Comme on est en symétrie des attentions, on se dit oui, bien sûr, ce qu'on va proposer à nos clients, on va aussi attirer des talents avec une proposition, mais il faut que ça transparaisse aussi dans l'expérience employée au sein de l'entreprise pour pouvoir embarquer, donner du sens et que les salariés se retrouvent justement avec un sens fort et un engagement fort dans l'entreprise pour pouvoir se développer eux-mêmes, développer l'entreprise individuellement mais aussi en coopération avec les équipes. Donc on a travaillé, et donc ma mission c'est d'accompagner le groupe dans ce développement de l'expérience employée au sein du groupe. Avec une marque forte qui va porter des valeurs, qui seront les mêmes, qu'on soit justement nouveau dans l'entreprise, qu'on s'y développe depuis plusieurs années, ou qu'on soit client, puisqu'on va être aussi sensible à ces valeurs-là. Donc une cohérence qu'on porte et qu'on veut porter dans le monde entier et aussi dans nos différentes filiales. Donc comment on le fait? On le fait avec une structure, donc en corporate, en respectant bien sûr les principes de subsidiarité, on va créer un socle commun pour une appartenance au groupe, mais on ne va pas aller jusqu'à définir des processus du local. Par contre, et c'est là où les structures managériales accompagnent, c'est-à-dire qu'on demande aux managers maintenant de respecter et de définir avec leurs équipes ce qu'on appelle un cadre à l'autonomie. Donc les managers vont être sur le pourquoi, pour donner du sens, en lien avec la stratégie du groupe et en fonction de leur niveau dans la hiérarchie, vont pouvoir véhiculer ces informations reçues de leur ligne hiérarchique, on va dire. Donc un pourquoi qui est important, donner du sens par le pourquoi, et être vraiment dans la description plutôt que dans la prescription. C'est-à-dire qu'avant on était en command and control, donc on était prescriptif, alors que maintenant ce qu'on demande aux managers c'est d'être descriptif sur les résultats attendus. Mais une description ne veut pas dire que je vais vous dire quoi faire et comment le faire. Attention, donc on reste bien sur du pourquoi, en lien avec un résultat attendu qu'on va décrire, mais par contre on va se retirer grâce à ce cadre à l'autonomie qu'on aura défini, du quoi et du comment, et ce quoi et ce comment on le laisse aux équipes, puisque c'est là où elles vont pouvoir libérer leur créativité et apporter leur plus-value. Donc le management a un rôle différent, mais par contre ce rôle il est cadré, c'est-à-dire c'est pas juste bon bah maintenant vous êtes autonome, débrouillez-vous et puis je reviendrai dans 15 jours voir ce que ça donne. C'est vraiment structuré, ça demande un dialogue et c'est là où les outils digitaux vont apporter une plus-value parce que ça demande un dialogue, un référentiel et que quand on a des équipes transverses ou des équipes à distance, le collaboratif apporte de la valeur. Donc il faut intégrer ce collaboratif, mais ce n'est pas les outils collaboratifs qui vont dicter comment on travaille. On a bien une réflexion humaine de collaboration en équipe avec un manager et son équipe, avec la prise en main de l'équipe sur la définition
de quoi, du comment. Et donc, sur le dernier slide, ce que je voulais montrer, c'est que on va être en stimulation finalement des collaborateurs. On va être là pour les accompagner aussi bien sur la structure corporate, hein, puisqu'on va aider les régions à être sensibilisées justement sur le parcours employé. On va être là pour leur apporter une certaine expertise, pour partager aussi des bonnes pratiques, pour mettre à disposition des outils qu'on aura jugés peut-être pertinents d'une région à l'autre, donc pour animer un réseau transverse, et aussi pour permettre aux personnes de mieux collaborer, de se développer dans une structure qu'on essaye de garder cohérente avec les enjeux actuels d'expansion, les enjeux économiques aussi, pour pouvoir répondre à nos défis. Donc on accompagne ces personnes et on essaye de donner du sens à ce digital, mais en les impliquant. C'est-à-dire que ce n'est pas imposé, ça va être intégré dans une réflexion de collaboration pour les équipes. Merci beaucoup Delphine. Cédric, à vous. Oui. Alors, oui, on a... Du coup, le temps que ça se mette en place. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, j'appartiens au groupe EDF, où je suis responsable innovation dans une entité qui est l'opérateur numérique pour les centrales de production, donc pas seulement nucléaire, mais aussi hydraulique, thermique, sur le périmètre France. Et donc, à ce titre, je suis à la fois donc, en lien sur des enjeux business, de préparation des nouveaux services, mais aussi des enjeux humains. Et j'anime un espace d'innovation qui est basé à Lyon, qu'on a appelé le Luminal en référence à la fête des Lumières. Donc il y a 12 espaces d'innovation dans le groupe, et donc si la vidéo est bien se lancer, ce que je voulais vous montrer, c'est une initiative. La vidéo ne se lance pas, bon, voilà. Du coup, tant pis. La vidéo ne fonctionne pas, mais on a notre expert technique. Mais sinon, vous pourrez la trouver, hein, elle est disponible sur YouTube, donc si jamais ça se lance pas, c'est pas très grave. Donc je fais sans la vidéo, et donc cette vidéo vous pouvez la trouver sur YouTube en tapant Boost Factory, Boost B2OST Factory, et vous tapez EDF ou Airbus et vous la trouverez. Et du coup c'était une façon d'illustrer, donc maintenant je vais devoir vous l'expliquer par des mots. Avec les mains. Donc en fait c'est une démarche qui s'est lancée à EDF, impulsée par la présidence autour de la transformation du groupe, dans un projet de transfo qui s'appelait CAP 2030. Donc en 2015, il y a des managers qui se sont réunis, donc des managers talents qui se sont réunis, animés par la DRH Group, par l'Université Group du management au sein de l'EDF, pour voir mais comment on pouvait transformer nos pratiques managériales, et en particulier sur le thème d'accélérer l'innovation. Et donc ce groupe de managers, on est arrivé à l'idée qu'il fallait créer un espace d'innovation, donc un lieu physique, dans lequel l'ensemble des salariés du groupe pourraient venir travailler en commun sur des projets et donc partager ces expériences et travailler sur des projets transverses. Donc du coup ça s'est mis en place en janvier 2016, donc cet espace s'est lancé à l'époque à Levallois, on l'a appelé la chocolaterie parce qu'il était dans une ancienne biscuiterie fabrique de biscuits de chocolat, et qu'elle est maintenant en porte de Saint-Ouen. Et donc le principe de cet espace, c'est donc de faire des appels à projets, donc sur des thèmes qui sont émergents auprès de l'ensemble des salariés du groupe, sans qu'il y ait, alors au démarrage, sans qu'il y ait de validation managériale forcément sur le choix des sujets, sachant que du coup cet espace il a quand même un fort sponsoring, mais j'ai dit dans un projet lancé par la présidence, avec le sponsoring de la DRH Group, avec aussi on va dire, des challengers bienveillants du projet, donc qui ont été un peu les recruteurs aussi des premiers projets. Et le principe, c'est de réunir des gens, déjà en interne EDF, on est plein d'entités, plein de filiales qui travaillent sur plein de sujets différents et qui ne se connaissent pas. Donc de les faire se retrouver dans un lieu commun et de travailler ensemble, donc avec une méthode en termes d'animation, on s'est appuyé sur le SCP
avec le choix du design thinking. Donc, je ne sais pas si c'est familier tout le monde, mais je pourrais répondre à une question autour de ça. Donc c'est des projets très émergents qui se réunissent et qui sont animés pour être accélérés et arriver à des premières versions de produits sur un programme qui dure à peu près une douzaine de jours, qui se répartit sur 3 mois. Et le principe, c'est justement qu'on échange entre des entités de la direction commerce, de la direction nucléaire, de Dalkia, de différentes filiales, et que ça permet de venir illustrer les angles morts qu'on peut avoir sur nos projets, en fait, des gens qui sont dedans tout le temps, et le fait de se projeter avec des collègues d'autres entités, ça permet de venir mettre en lumière déjà de supprimer tout le jargon qu'on peut avoir en interne sur la façon qu'on a d'aborder les thématiques, et aussi de venir se poser les bonnes questions sur comment on aurait dû mieux travailler notre projet. Et comment on pourrait peut-être le faire pivoter, comment on pourrait l'enrichir. Et donc ce programme, aujourd'hui, on a la 6e saison. Donc Julie, qui était dans la vidéo, elle ne pouvait pas être là ce matin parce que justement elle anime une session en ce moment à la chocolaterie. Et donc 6e saison, c'est une façon de montrer que ça a du succès. Donc il y a à peu près une dizaine de projets qui sont incubés à chaque saison. Depuis 2 ou 3 saisons, on est plus sur un mode appel à projet et toute l'organisation, l'animation est gratuite. On le fait financer, c'est-à-dire que maintenant les projets qui viennent ont une contribution financière interne pour montrer leur engagement sur l'événement. Donc c'est une façon aussi de valoriser que ça apporte de la valeur. Et donc également, donc on était sur le Lago maintenant Porte de Saint-Anne, donc on reste sur Paris alors qu'on a un groupe qui est sur toute... donc c'est un programme en France, mais qui est sur toute la France. Donc il y a eu des remarques assez tôt sur ce programme de dire mais c'est dommage que ce soit que sur Paris, enfin on aimerait bien que ça se diffuse un petit peu ailleurs dans le groupe. Et donc la vidéo en l'occurrence c'était sur une opportunité qu'on a eue, puisqu'il y a d'autres grands groupes qui sont aussi sur ces sujets-là, et en l'occurrence avec Airbus il y a 2 ans, dans le cadre d'échanges, on s'est rendu compte qu'ils avaient le même type de processus d'accompagnement de l'intrapreneuriat chez eux, et on a monté ce programme en commun, donc avec eux à Marseille, et on l'a depuis reconduit à la 3e édition, donc c'était cette année, et on vient de l'étendre aussi à Lyon, où on l'a mené avec Michelin, et Delphine a participé. Et donc le principe, c'est de garder le même principe, de se dire on peut décloisonner le regard sur nos projets au sein des entités d'un grand groupe comme l'EDF, mais finalement, sur des sujets où on n'est pas en concurrence, et on voit qu'il y a plein d'autres groupes qui ont ces mêmes enjeux, on peut aussi s'ouvrir finalement largement à l'externe. Et donc là, c'était sur des opportunités, des réseaux de connaissances, mais finalement, ça commence à prendre forme, et on s'ouvre aussi sur d'autres partenaires, et finalement, ça enrichit encore davantage la vision qu'on peut avoir, à la fois pour eux et pour nous, sur nos projets communs. Et j'en profite pour un appel, parce qu'en fait, sur la région parisienne, ça ne prend pas trop. Et du coup, on est preneur aussi, s'il y a des entreprises qui sont intéressées dans la salle, de conduire aussi ces dispositifs inter-entreprises en région parisienne, avec notre espace, la chocolaterie ou avec les autres, de façon à profiter les uns des autres d'enrichir nos dispositifs. Voilà. Donc sachant que ce dispositif, je vous l'ai dit, a été lancé en 2016, et il est important pour nous de le tuner, l'enrichir, le repenser, et donc un intérêt aussi de travailler en mode inter-entreprise, c'est d'échanger sur les bonnes pratiques et ce qui peut être fait ailleurs pour s'enrichir mutuellement. Si je reviens après au manager, donc je vous dis c'est un groupe de managers qui était sur le principe du lâcher prise et de se dire j'autorise des salariés, alors bien sûr dans un objectif d'accélération de projet, à aller dans ce type de lieu. Et aujourd'hui, il n'y a pas que la question d'accélérer les projets, sachant que comme je vous l'ai dit, on est sur des sujets très émergents, donc on s'autorise à ce que les projets ne réussissent pas forcément. Hein. Mais l'intérêt était aussi pédagogique. C'est-à-dire que ces méthodes que nos salariés vont apprendre, elles vont leur resservir quand ils vont revenir dans leurs entités sur toute leur activité au quotidien. Donc il y avait un peu un objectif caché aussi, c'était finalement au titre de la formation, une sorte de formation de nos salariés sur ces programmes et ces façons de travailler pour qu'ils s'en emparent et que quand ils reviennent dans leurs entités, ils le diffusent auprès de leurs collègues et que ces méthodes de travail qui sont issues, donc j'ai mentionné design thinking, mais il y a plein d'autres méthodes, mais c'est plein de méthodes de bon sens finalement, qu'on n'applique pas assez dans nos entités, qui sont beaucoup appliquées dans le monde des startups,
en termes d'efficacité opérationnelle, on se dit que même si nous on n'est pas une start-up, l'efficacité dans la conduite des projets, ça nous concerne. Et donc toutes ces méthodes-là, il faut aussi qu'on puisse s'en emparer et les diffuser. Donc il y a des programmes, comme dans la vidéo là, qu'on a appelé donc, de Boost Factory ou d'Innovation Factory, mais on a aussi tout simplement des sessions de formation, d'acculturation, des mini-temps de partage au travers de ce type d'espace pour diffuser cette culture dans le groupe. Et alors, si je parle après au niveau de mon entité, donc depuis, on est assez fan du programme depuis qu'il existe, donc on a toujours emmené des équipes dans chaque saison des Innovation Factory. Et cette année, il se trouve qu'on a un membre de l'équipe de direction qui est embarqué dans un projet. Du coup, c'est une façon aussi, nous, notre conviction, ça a été dit, c'est que les managers, il ne faut pas seulement qu'ils soient sponsors des démarches, mais il faut aussi qu'ils les vivent et qu'ils fassent le chemin de la transformation. Que l'innovation managériale, d'ailleurs, c'est pas que le sujet des managers, c'est le sujet de tout le monde, donc c'est aussi pour ça qu'on vise les salariés. Et que donc c'est important qu'ils vivent ça pour qu'ils continuent à le sponsoriser et à comprendre la valeur que ça apporte aussi dans l'entreprise. Donc voilà, je ne sais pas si je suis bon dans le temps, mais... Oui, je pense. Très bien. Merci beaucoup. Alors nous, on a discuté au préalable, est-ce qu'on doit préparer des questions, et vous m'avez dit tous les trois, non, pas du tout, grande liberté, pas de tabou. On laisse la salle poser des questions. Bonjour à tous, merci beaucoup. Je suis curieux de savoir comment est-ce qu'on mesure ce décloisonnement, parce qu'on est parti d'une side très théorique, sur une bonne base, et puis on arrive à être très très pratique ici. Comment est-ce qu'on mesure dans 10 ans ce changement, ce décloisonnement, si c'est une fin en soi? Non, mais comment on mesure? Quels sont les indicateurs ou les meilleurs indicateurs? Du coup, ça c'est une question par rapport aux espaces, justement dire à quoi servent tous ces espaces d'innovation. Donc la chocolaterie c'était le premier en 2016, le Luminaire dont je m'occupe il était le deuxième en avril 2016, et depuis maintenant on est à une quarantaine d'espaces, alors qu'on n'a pas tous le même niveau d'accompagnement. Ce qui est super important, c'est qu'il y ait une animation et un accompagnement autour de ces sujets de décloisonnement. Et il y a différentes façons de répondre à comment on mesure. Déjà, donc le lab initial sur la DRH Group, c'est une volonté aussi finalement, comme je disais, pédagogique, donc de diffuser, pas forcément d'avoir un indicateur de mesure, au sens de la démarche RH de diffuser la connaissance dans le groupe. Pour autant, le fait d'avoir fait financer, c'est une façon de détecter l'intérêt et l'appétence des entités pour rentrer dans le dispositif. Donc dans mon cas, on est sur une activité, donc je vous disais, je suis opérateur numérique pour les producteurs, donc on a un bandeau de delivery, finalement de business as usual, qui est associé à ces activités. Et donc une mesure, c'est voir le taux de succès des projets qui sont accompagnés avec ces méthodes. Et ensuite, donc, il y a la question aussi du passage à l'échelle. Donc, il y a une conviction aussi autour de ça, ça a été évoqué, c'est qu'en termes d'attractivité, c'est important pour l'entreprise d'investir ses champs et de montrer qu'on réfléchit aussi à nos façons de travailler, d'organiser le travail. Alors ça, aujourd'hui, moi, je pense que c'est trop tôt pour se dire qu'on reste attractif grâce à ces programmes, mais en tout cas, je sais qu'ils sont utilisés ou mis en avant aussi sur notre portail externe, sur DF Recrute, on parle de cet espace d'innovation, de ces démarches-là. Donc je pense qu'on peut aussi mesurer en termes d'attractivité si on continue de rester attractif, et en particulier, nous, on a un enjeu fort sur nos métiers industriels, du nucléaire, de montrer qu'on est capable de changer nos façons de travailler autour de ça. Oui, peut-être un petit complément, là je remets ma casquette poste pour le coup, et donc je reviens sur la fameuse plateforme collaborative pour tenter effectivement de décloisonner et surtout d'être beaucoup plus agile et de se parler beaucoup plus en logique de chaîne de valeur de service client et non pas d'organisation processée qui ne sont pas toujours loin de là dans des logiques d'expérience client ou de chaîne de valeur cohérente. Alors on a tout un tas de mesures, il y a des mesures qui sont plutôt d'ordre comportemental et on a un baromètre en fait de maturité collaborative qu'on a bâti avec un institut d'études que d'ailleurs d'autres entreprises utilisent, donc on peut aussi se benchmarker, qui nous permet de voir quelle est l'acquisition progressive et la transformation progressive d'un certain nombre de comportements au travers des usages.
On regarde aussi, parce qu'on a beaucoup travaillé en fait les cas d'usage au travail, dans les collectifs de travail, et en fait on demande aux collectifs de travail, on les accompagne là-dessus, d'imaginer d'autres façons de travailler, notamment en s'appuyant sur ces outils collaboratifs qui sont là pour leur faciliter la vie, et surtout pour se coordonner avec des distances géographiques qui sont pour nous aussi quelquefois très importantes. Donc on mesure aussi le nombre de cas d'usage et les types de cas d'usage par rapport à ce qu'il y avait avant et comment ça améliore l'organisation du travail et quelquefois même les conditions de travail. Pour éviter des déplacements, des choses comme ça. On mesure aussi des sujets sociaux en termes de charges cognitives, de facteurs de fatigue et autres, parce que ça permet aussi de s'organiser autrement et donc de pouvoir récupérer du temps qui peut être perdu en déplacement ou autre. Et puis on le mesure également, et ça c'était l'expérience qu'on avait faite il y a 4-5 ans, avant de déployer cet outil, qui nous avait montré que quand notamment des groupes de pratiques, métiers souvent commerciaux, mais pas que, ça peut être aussi très technique, utilisent bien ces outils collaboratifs et donc cassent leurs silos et vont chercher beaucoup plus large les talents et les compétences sur un même sujet, et donc qui diffusent beaucoup plus rapidement les bonnes pratiques, en fait on s'aperçoit que très rapidement on s'étalonne, évidemment, c'est assez humain, sur la meilleure pratique. Surtout quand ça a une incidence sur sa rémunération, aussi bizarre que ça puisse paraître. Je parle notamment là pour les commerciaux. Et par exemple, sur des sujets commerciaux, on a pu observer des volumes de vente qui pouvaient être 3 à 4 fois supérieurs entre ceux qui s'organisaient correctement dans le partage de bonnes pratiques et l'étalonnage sur les plus talentueux, on va dire ça comme ça, ou les plus inventifs, et puis les autres. Voilà. Alors pour nous, en fait, c'est historique, on suit les idées d'innovation. C'est-à-dire que depuis à peu près 100 ans, dans les usines, chaque collaborateur avait la possibilité d'émettre une idée de progrès, une idée d'innovation sur son travail ou pas. Donc une collecte déjà historique des idées d'innovation et qui rapporte parce qu'après on regarde comment on les met en œuvre. Donc on suit le nombre d'idées et le nombre d'émetteurs d'idées, mais aussi le nombre d'idées réalisées et la personne qui va émettre cette idée-là reçoit une partie des gains pour l'entreprise. Donc ça peut aller jusqu'à plusieurs milliers d'euros en fonction de ce qu'on peut trouver. Donc ça c'est historique. Et depuis maintenant à peu près 4 ans, on a mis en place conjointement un Innovago Booster, parce que le premier c'est Innovago et Innovago Booster, où là on va accompagner des porteurs d'idées dans la réalisation de leurs idées. Un petit peu, je ne sais pas si vous connaissez, à l'extérieur on a un Kickstarter qui est du crowdfunding en dehors de l'entreprise. C'est un Kickstarter interne, c'est-à-dire que en tant que collaborateur, avec des tokens, des jetons, en fait, on peut voter pour des idées postées par des collaborateurs en interne, proposer du temps, d'une expertise, et aussi en centrale, on va accompagner ces porteurs d'idées pour les aider avec du design thinking ou de la méthodo, parce que parfois ils ont une bonne idée mais ils n'ont pas d'expertise méthodologique, donc on va pouvoir les aider, les accompagner, avec la possibilité d'aller en incubateur interne, si c'est une idée qui est retenue, ou même de pouvoir peut-être sortir de l'entreprise et créer une petite start-up et accompagner un start-up ou d'aller dans un groupe. Donc oui, on a un suivi comme ça des idées. Je peux compléter aussi parce que du coup, nous sur le lab qui existe depuis 3 ans, je parlais de métriques projet. Et donc effectivement, on mesure, il y a plusieurs métriques qu'on a eues sur la dynamique du nombre de salariés impliqués sur les projets innovants, sur la qualité des projets en termes de sponsoring, et puis l'industrialisation des projets. Et en fait, assez vite, on s'est rendu compte qu'il y avait, c'est pas qu'une question de projet, nous on a un monde d'ingénieurs, donc on a beaucoup de projets techniques, et ça se heurte après quand même à des sujets d'organisation dans l'entreprise. Il ne suffit pas d'avoir des idées de projets innovants, il faut être capable de les mener, et donc après de faire que l'organisation évolue. Et donc cette année, le lab existe depuis 2016, c'est une année où il y a eu davantage d'idées qui étaient sur des sujets plus d'organisation, d'humain dans l'entreprise que de sujets techniques. Donc ça donne aussi une idée que finalement ça finit par, même en ayant juste ces métriques-là, ça finit par arriver qu'on vient plus seulement toucher à des sujets techniques, mais que finalement nos ingénieurs s'intéressent aussi aux façons de travailler et qu'ils amènent des idées autour de ça.
Est-ce qu'il y a une autre question avant qu'on passe à la conclusion? Deux questions et puis après on garde les autres pour le cocktail. Oui. J'ai une question pour Madame Delphine Giraud. Le déploiement international de vos, enfin, un petit peu de cette vision, est-ce que vous intégrez aussi les différences culturelles? Parce que, comme on le sait, le rapport à l'autorité, le rapport, la coopération, il y a plein de choses. Bon, moi j'ai fait, avec des collègues, on a fait plein de travaux là-dessus. Les mots n'ont pas forcément le même sens, ils renvoient pas forcément à une chose. On peut avoir les mêmes mots, mais ils n'ont pas le même sens non plus, etc. etc. Est-ce que vous avez intégré cette question qui est quand même assez centrale quand on déploie quelque chose à l'international? La démarche a été imaginée en subsidiarité, c'est-à-dire de définir en centrale des lignes guides et de laisser les équipes avec le management et en embarquant justement ces spécificités culturelles et aussi d'environnement, parce que il y a des sites, il y a des gros sites, il y a des petits sites, il y a des gens qui sont mobiles, on a des commerciaux, d'autres qui sont tout le temps ensemble, donc chaque équipe est unique en fait, hein, et les personnes qui la composent le sont aussi, donc c'est des lignes guides et de même on va définir un cadre, mais après c'est au manager, à ses pairs en tant que manager et aussi aux équipes de pouvoir intégrer tout ça, parce que c'est eux qui sont à même de savoir quelle est la culture, quel est l'impact, comment gérer des commerciaux ou une équipe en 3-8, voilà. Donc il y a tout un contexte qu'on ne veut surtout pas dicter du central, mais on est en ligne guide, on partage une vision, il faut que les missions soient claires pour chacun et des ambitions, mais après, et c'est comme ça que quand on définit ce cadre à l'autonomie, on va embarquer bien sûr une vision corporate, une mission de la structure ou de l'équipe avec ses propres ambitions. On va demander à cette équipe ou cette structure de définir ses comportements. Ce sera les siens et pas ceux de l'équipe d'à côté ni du central, de définir des principes d'action pour savoir comment ils vont travailler ensemble, en interne mais aussi inter-équipe. Après aussi de définir quelles sont les ressources nécessaires pour pouvoir arriver à atteindre leurs ambitions en termes de compétences, en termes d'information, en termes de budget, ainsi de suite. Et donc ce cadre qui va être défini va être le périmètre finalement d'action de l'équipe ou de la structure. Donc ce qu'on préconise et ce qu'on demande, c'est que ce soit fait, mais on ne dit pas ce qu'on doit mettre dedans. Donc c'est là où finalement on va respecter l'écosystème et la culture. Une question là. Oui, en fait, je voudrais savoir, en fait, vu que les idées évoquées sur le management décloisonné, en fait, sont très, ont suscité beaucoup de travaux, en fait, dans les différentes entreprises. Est-ce qu'il y a une diffusion, en fait, de ce type de théorie ou de pensée, par exemple, dans votre chaîne de valeur, tout simplement au niveau des sous-traitants, et peut-être, pourquoi pas aussi, des relais, en fait, au niveau universitaire, que ce soit en France ou à l'international. C'est-à-dire que des professeurs pourraient reprendre un certain nombre de vos théories pour les diffuser au-delà des frontières françaises. Voilà. Vas-y, comme ça partage. Du coup, pour dire que ça se fait pas juste nous, tu personnalisé dans notre coin en fait. Hein. Déjà, il y avait beaucoup d'échanges avec d'autres entreprises, avant même qu'on lance des démarches inter-entreprises communes, qu'avec le monde universitaire aussi. Donc moi, je suis sur Lyon et on travaille avec l'université de Saint-Étienne qui a un master autour de ces thématiques-là. Et on anime des formations avec l'université auprès de nos managers. Donc c'est une façon de partager. Et au sein d'EDF, on a constitué aussi ce qu'on a appelé un collectif transformation, donc qui réunit toutes les initiatives au sein du groupe. Parce qu'en fait, il y a énormément de choses qui existent, qui sont... Alors moi, j'ai parlé de choses qui étaient plutôt issues du monde du design, mais il y avait aussi autour du lean management, autour de plein de ces sujets-là, il y a des choses qui se retrouvent. Donc on a décidé de fédérer toutes ces personnes-là. Donc il y a notamment une équipe numérique, un collectif, groupe qui anime ça physiquement. Et on fait des rencontres annuelles. La prochaine, c'est la semaine prochaine d'ailleurs, à Saclay. Et on invite des entreprises externes pour partager nos expériences et les leurs. Donc pareil, donc s'il y en a qui sont intéressés pour notre événement de l'année prochaine, je fais un appel. Donc c'est une façon de diffuser. Alors nous, on n'est pas dans la théorisation de tout ça, mais comme je le dis, il y a des universités qui y travaillent. Je pense que Tréma en fait partie.
Peut-être juste un complément, effectivement, au-delà des entreprises qui ont leur système, leur écosystème académique, et on les a, enfin dans les grandes entreprises, on les a tous, vous en avez cité quelques-uns, je me permets juste de mentionner effectivement les travaux de l'Observatoire des cadres du management, parce que par nature, on est un tiers-lieu avec une composition académique forte, et avec des enseignants-chercheurs qui nous accompagnent et qui, effectivement, utilisent la matière que les entreprises, donc au travers des DRH et des managers, viennent partager avec nous, pour aller plus loin dans les réflexions. Et tout ça est public, et donc vous pouvez regarder en ligne ce qu'on fait déjà, et on essaie effectivement d'améliorer le système. Donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Et surtout, alors, par rapport à la théorie, il y a quand même un message fort que je veux passer, c'est que ça se théorise pas. Enfin, on peut le théoriser, mais après ça se vit. Enfin, moi, clairement, la conviction qu'on a et la certitude, c'est que on peut faire des formations auprès des managers, mais s'ils ne vivent pas les choses, ils ne se transforment pas. Et c'est vrai pour les managers ou les salariés. La transformation, c'est un chemin personnel et il faut amener les gens à se questionner, à vivre des expériences, à faire des choses autrement. Et c'est comme ça qu'on réussit à transformer une entreprise. Merci. Une dernière question. Je ne sais pas si c'est une question ou une réflexion ouverte. Beaucoup d'entreprises, pour ne pas dire une très grande majorité, peut-être même plus, affichent dans leur campagne de marketing communication aujourd'hui des valeurs d'écologie, des valeurs sociétales. Confrère Total, c'est pas Versailles. On a beaucoup parlé de sens, on a beaucoup parlé de décloisonnement, de désilotage. En fait, la question ou la réflexion que je pose, c'est est-ce que demain, on serait capable de faire des passerelles de société à société pour essayer de travailler différemment ensemble et peut-être d'inventer une réponse, une innovation par rapport à ces problèmes d'écologie qui vont devenir absolument prédominants, et venir en cela porter secours à la société civile qui n'a pas forcément les moyens de pouvoir répondre. Alors, j'arrive du Sénégal, les réfugiés climatiques, je les ai vus en nombre, c'est un tsunami qui se prépare, et face à ça, est-ce qu'on est capable de travailler différemment? Alors, je peux apporter un élément de, pas de réponse, mais enfin d'éclairage. Quand on regarde ce que fait par exemple La Poste, sur tout le sujet de la logistique urbaine, même si elle investit depuis 10 ans, et on ne sait peut-être pas forcément, mais La Poste a la flotte zéro carbone la plus importante au monde en véhicules. Tous ces développements de chaînes de valeur logistique urbaine qui a pour objectif de décarboner la livraison, notamment dans les centres urbains, on ne la fait pas seul. On fait ça en consortium. D'abord, on n'aurait pas les moyens financiers déjà, et puis c'est un assemblage de tout un tas d'expertises, et on ne contrôle pas, et on n'en a pas du tout l'intention, contrôler l'ensemble de la chaîne de valeur de transport de l'amont à l'aval. En revanche, on peut avoir effectivement à certains endroits des rôles d'agrégateurs, les uns ou les autres, et c'est ce qu'on essaie de faire. Et typiquement, si vous avez entendu parler du projet Lumine, L-U-M-I-N de Toulouse, ça vise exactement à ça. C'est un consortium qui est piloté par La Poste et qui rassemble un certain nombre d'acteurs pour livrer une partie des denrées alimentaires sur Toulouse en mode propre. Voilà. Et y compris entrée-sortie, et donc avec des 38 tonnes qui arrivent en périphérie et ensuite du décarboné pour aller jusqu'au centre-ville. Voilà. C'est typiquement ces genres d'associations qui sont pertinentes pour demain, pour éviter la catastrophe qui nous attend si on ne fait rien. Merci beaucoup.